Moi, je m'appelle Alexandre Dana, je suis passionné d'entrepreneuriat. Live Mentor est un organisme de formation fondé en 2013 par Alexandre Dana, Charles Lefebvre du Prève et Grégoire Clermont. Ils accompagnent des entrepreneurs passionnés dans la création et le développement d'entreprises à taille humaine grâce à un mentorat individuel de 3 mois en ligne. Leur équipe compte près de 100 employés et leur chiffre d'affaires atteint 15 millions d'euros. Leur stratégie commerciale repose sur pas moins de 12 canaux d'acquisition, incluant des livres physiques rédigés par Alexandre Dana. Live Mentor privilégie un développement durable et solide plutôt qu'une croissance rapide et éphémère. Dans cet épisode, Alexandre Dana expliquera comment ils ont établi des piliers solides pour soutenir leur développement. Bon, Alexandre, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Merci à toi pour l'invitation. Tu es probablement la personne dont, avant de te rencontrer, j'avais entendu le plus de bien. Je te le disais là, du coup, juste avant de démarrer l'épisode. Et pas parce que ta boîte grossit, même si elle a très bien grossi, parce que tu m'as beaucoup été décrit comme un entrepreneur qui rendait pas mal, enfin qui avait un peu un modèle de croissance différent et qui l'assumait. Donc c'est très intéressant parce que quand on a parlé, l'objectif des Brut e-commerce, c'est de détailler des histoires de croissance. Et donc avant, quand on préparait cet épisode, tu as préféré remplacer le mot croissance par le mot développement. Et donc tu auras l'occasion de nous expliquer un petit peu pourquoi. Tu as une histoire qui a été très mouvementée sur Live Mentor, qui est un cas très intéressant d'e-commerce entre guillemets, parce que tu vends pas des produits physiques mais des formations. Et quelques produits physiques. Ouais. C'est une partie significative du business? C'est une partie très importante de la marque, c'est une partie faible du chiffre d'affaires. C'est les livres en fait. Et notre magazine papier. Ok. D'accord. Voilà. Bon, ça va être un gros sujet parce qu'en fait, tu as 12 canaux d'acquisition, enfin 12 funnels. Je sais même pas si tu as un funnel différent à chaque fois, mais en tout cas, tu as 12 moyens d'acquérir des clients différents. Dont on va pas pouvoir parler des 12, mais c'est intéressant déjà de savoir pourquoi est-ce qu'il y en a 12 et pas un seul gros et quelques petits. Je vais te laisser te présenter, pas empiéter trop vite sur les choses dont on va se parler. À toi de jouer. Très bien. Non, mais déjà, merci pour le retour. C'est rigolo parce que quand tu parlais, je me disais qu'un de mes films préférés quand j'étais adolescent, c'était Le Bon, La Brute et Le Truand. Ouais. Et toi, ton podcast s'appelle Les Brutes e-commerce. Mais peut-être qu'en e-commerce, il y a les bons, les brutes et les truands. Et malheureusement, j'ai croisé beaucoup de truands dans l'e-commerce. Et tant mieux si on peut être catalogué dans la catégorie du bon. Moi, je m'appelle Alexandre Dana, je suis un passionné d'entrepreneuriat. J'ai toujours été entrepreneur. J'ai jamais été salarié de ma vie. J'ai commencé à entreprendre quand j'avais 19 ans. J'ai monté une première boîte qui était d'ailleurs un site e-commerce, qui a été un échec lamentable. On a fait 16 € de chiffre d'affaires. On avait un site sur une techno, je sais même pas comment la décrire, mais compliqué. On a mis 6 mois à sortir le site et puis qui était en flash. Ça remonte à très longtemps. Hein. Et puis le site marchait pas et on a fait. Je me rappelle de ces 2 commandes pour un total de 16 € et puis ensuite j'ai déposé le bilan de cette entreprise. J'en ai créé une deuxième ensuite et puis la troisième c'est Live Mentor, entreprise qui a fêté ses 10 ans l'été dernier. Entreprise qui aujourd'hui est l'organisme de formation de référence pour toutes les personnes qui veulent entreprendre. Donc, on accompagne des sites e-commerce, des créateurs de marques de mode, des freelances, des artisans, des thérapeutes, des coachs, des artistes, toutes les personnes qui sont à leur compte, qui ont une EURL, une SASU, une micro-entreprise. On a accompagné 20 000 personnes sur une de nos 25 formations. Donc, on a des formations sur vraiment les compétences entrepreneuriales essentielles, à savoir comment je me fais connaître, comment je pense mon modèle économique, comment je crée mon site internet, comment je réussis mon lancement en e-commerce, comment je me fais connaître sur un réseau social X, Y ou Z. Et à côté, comme tu le mentionnais, de ces formations, on a toujours eu une activité de média en publiant des livres. On a publié 2 bouquins, La méthode Live Mentor aux éditions Albin Michel, Entreprendre et surtout être heureux aux éditions Erol. J'ai pris sur moi d'écrire moi-même ces livres et on pourra peut-être en parler. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et puis, on a sorti un magazine papier qui s'appelle Odyssée, qui est un bimensuel. Je me trompe toujours, bimensuel. Alors, il sort tous les 2 mois. Je crois qu'on dit bimensuel. 64 pages, qui est un magazine de développement personnel pour les entrepreneurs. On a plusieurs milliers d'abonnés et c'est un projet infernal à développer, hein, un magazine papier parce que t'as de la logistique, t'as l'impression, t'as les tarifs de la poste qui augmentent tout le temps. Mais on adore ce Odyssée, on adore ce projet, on est très fiers de mettre ce niveau de qualité.
Et enfin, qu'est-ce que je peux te dire d'autre sur moi? Je suis un entrepreneur qui a pas toujours été heureux et qui a essayé de beaucoup travailler ces dernières années pour trouver ma bonne place dans le projet, là où j'apporte, là où je m'épanouis, là où je mène de la valeur. Et j'ai aussi beaucoup travaillé sur ce que doit être Live Mentor et sur la forme d'entrepreneuriat que je veux défendre, à la fois pour ma propre entreprise et pour les personnes qui nous font confiance et qui décident de suivre une formation. On a certains principes, certaines valeurs très, très ancrées. J'hésitais par quel bout prendre le truc. J'ai envie de te parler du modèle Disney directement. Parce qu'on en a parlé juste avant de démarrer cet épisode. J'étais très content parce que c'est un truc qui m'inspire aussi beaucoup et j'ai beaucoup d'admiration pour les entrepreneurs qui ont vraiment transformé compris et essayé de construire leur marque comme un média. Parce que c'est ce qu'on essaie de faire aussi avec Kudak. Toi, donc, pour rappel, c'est je sais pas, ça s'appelle le diagramme Disney. La carte Disney, c'est ça. Donc, c'est en gros, Walt Disney qui a expliqué comment est-ce qu'il, en 1957, qui a expliqué comment est-ce qu'il allait construire son empire, entre guillemets, avec plein de flèches qui devaient s'auto-alimenter. Donc, ça faisait un genre de diagramme où toutes les flèches allaient les unes vers les autres. Et donc, qui était fondé sur des franchises, des idées créatives fortes et comment est-ce qu'elles donnaient lieu à un business intéressant. Toi, c'est quelque chose que tu as compris dès le démarrage de Live Mentor ou c'est intervenu après? Non. Moi, j'ai compris ça très tard dans le parcours de Live Mentor. Donc, pour te faire l'histoire, moi, je me lance durant mes études. J'ai pas de parents entrepreneurs. Mon père est psychiatre et psychanalyste. Ma mère était artiste de cirque, trapéziste volante. Donc, le mot entrepreneuriat, je le connais pas. Et d'ailleurs, je me souviens très bien du moment, environ 1 an après la création de mon entreprise, où je découvre le mot entrepreneur. Je suis invité pour la première fois à des apéros entrepreneurs. En fait, je me dis, mais ok, c'est ce que je fais. Moi, j'avais créé une entreprise parce que j'avais peur d'être salarié. Mais je l'avais fait tu vois, c'est vraiment ça, moi, mon appel entrepreneurial initial, c'est que j'ai peur d'être salarié. J'ai peur d'aller faire un stage à la Défense. Et je vais voir ma responsable des études et je lui dis, mais comment je peux valider mon année? Parce que j'ai pas envie d'aller faire ce stage. Elle le regarde dans les règlements et puis elle voit création d'entreprise et donc je m'embarque là-dedans et je suis biberonné à la culture startup. Donc on me parle de levée de fonds, on me parle de business angel, on me parle de fonds d'investissement. Je regarde le film sur l'histoire de Facebook et donc pendant plusieurs années en fait je vais concevoir l'entrepreneuriat de cette manière-là en me disant il faut lever des fonds. Je me rappelle que je postulais à des accélérateurs de start-up aux États-Unis, en Angleterre. J'avais été pris dans un programme à Londres. Finalement, on n'y est pas allé. J'avais été contacté sur Twitter par un type, je vais pas donner son prénom et son nom mais un type qui m'a fait un sale coup, qui avait vu notre boîte et qui avait dit, mais ça va cartonner aux États-Unis, vous devez venir. Viens, toi, Alexandre, à New York, je t'organise une semaine de rendez-vous avec des super investisseurs américains. Lui-même avait vendu sa boîte à Facebook. Bon, j'ai fait la semaine, en fait, il m'a présenté quasiment aucun investisseur et puis surtout les investisseurs que j'ai rencontrés, je me suis rendu compte que ils cherchaient un type de boîte et un type d'entrepreneur qui n'était pas du tout ce que je faisais et ce que je ferais jamais, quoi. Ils cherchent juste de l'hyper croissance super agressive, la rentabilité, c'est pas leur sujet, qui tu es toi en tant qu'entrepreneur, c'est pas ton sujet. C'est vraiment cette philosophie de conquête. Et puis effectivement, après 7-8 ans de parcours Live Mentor, j'ai commencé à ouvrir les yeux sur d'autres formes d'entrepreneuriat. Et une boîte qui m'a inspiré, c'est Disney. Et je crois que la première fois que j'en ai entendu parler, c'était sur un podcast où le podcasteur disait « Regardez les entreprises les plus grandes dans le monde. Vous avez quoi ? Amazon, Google, Facebook, des boîtes qui sont assez anciennes, assez récentes justement, qui sont pas très anciennes. Qui ont 10-15 ans d'ancienneté, max. Il y en a une seule dans cet ensemble-là qui a quasi 100 ans d'existence, c'est Disney. Comment ça se fait que Disney résiste? Et pourtant, on leur avait dit plein de fois, oui, Netflix va vous renverser, mais en fait, pas du tout. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, c'est vrai, comment est-ce qu'ils ont autant de résilience? Et j'ai creusé l'histoire et je suis tombé sur cette carte Disney que tu as décrit, où effectivement, Walt Disney en 57 prend un bout de papier et dit au centre, j'ai le pôle créatif de Walt Disney, les gens qui vont inventer des concepts, des histoires, et puis après, je vais avoir des parcs à jeux, Disneyland, je vais avoir des films, je vais avoir des bandes dessinées, je vais avoir des livres,
je vais avoir des musiques originales, on va composer nous-mêmes nos musiques originales. Et tout ça, ça va créer un ensemble qui est vertueux. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, moi, mon but, c'est que Live Mentor dure. C'est que Live Mentor se développe. C'est que Live Mentor soit solide. Et ce que je veux transmettre dans nos formations, notre pédagogie entrepreneuriale, ça doit être ça. Quelqu'un qui vient faire un projet e-commerce chez moi, je veux pas que il fasse un énorme décollage sur son chiffre d'affaires et qu'ensuite ça retombe et qu'il plie boutique. On a beaucoup vu ça dans le monde un peu controversé du dropshipping, où en fait tu fais du e-commerce mais sans vraiment connaître les produits que tu mets sur ton site, tu maîtrises pas la qualité, etc. Et je me suis dit, c'est beaucoup plus pertinent de penser en piliers et d'avoir plusieurs piliers sur lesquels repose ta boîte qui te permettent, quand il y en a un qui est chamboulé, de pas que tout ne s'écroule pas. Donc toi, les 5 premières années de Live Mentor ont été assez difficiles. Catastrophique. Ouais. En gros, pour parler très concrètement, donc en 2012, je me lance, pas sur le modèle qu'on a aujourd'hui. À l'époque, on ne faisait pas de formation pour entrepreneurs. On faisait une plateforme en ligne de cours particuliers, de mise en relation avec des milliers de profs d'à côté, et plein d'élèves de l'autre. Et ça ne fonctionne pas. On réalise en cumulé 50 000 euros de chiffre d'affaires en 4 ans et demi. En cumulé. Donc, si tu rapportes au nombre de mois, ça fait à peu près un SMIC par mois. Donc, évidemment, on peut pas vraiment ça marche vivre. pas, quoi. Ça marche pas. Et il y a plusieurs soucis. À ce moment-là, il y a, premièrement, je ne connaissais pas les bonnes compétences entrepreneuriales. Donc, j'avais pas la compétence, par exemple, du modèle économique. Encore une fois, moi, j'étais biberonné dans cette culture start-up, faut lever des fonds, etc. Mais j'avais pas juste appris les bases de, ton entreprise, pour qu'elle puisse se développer, il faut du chiffre d'affaires. Ce chiffre d'affaires, il va pas totalement aller dans ta trésorerie. Il va y avoir une partie qui va être des coûts de distribution, une autre partie des coûts de production, une autre partie des coûts fixes. À la fin, qu'est-ce qui reste? Moi, à l'époque, j'avais un modèle économique où on gagnait 5%. Il restait 5% du chiffre d'affaires chez nous. Et encore, 5%, après, il y avait encore d'autres petits éléments à payer. Et donc, dès qu'on avait le moindre problème, comme par exemple, je me rappelle de ces 6 mois où on a été ciblé par des hackers qui utilisaient des cartes bancaires volées sur notre site. Tu sais ce qui se passe quand quelqu'un utilise une carte bancaire volée sur ton site? Non. C'est terrible. Si, par exemple, je vais sur ton site, j'utilise une carte bancaire volée. Donc, j'ai volé une carte bancaire à quelqu'un. J'achète quelque chose sur ton site à toi. Imaginons que tu vendes des canapés. Lui, à qui j'ai volé la carte bancaire, à un moment, il va voir sa banque, il va dire, attendons, on est en train de m'acheter des canapés, mais ça suffit. Donc, il va faire opposition. La banque va aller te voir, toi, chez qui l'argent a été dépensé, et va te faire un chargeback, va te demander de rembourser. Ouais. Et donc, nous, c'est horrible. C'est des gens qui dépensaient de l'argent. Nous, cet argent, en fait, il partait dans les charges. Ouais. Et après, plusieurs mois après, tu dois rembourser. De l'argent que t'as pas, ouais. Voilà. Et c'était des sommes qui sont allées jusqu'à quelques dizaines de milliers d'euros. Bref. D'où ma passion à une époque pour les systèmes de sécurité informatique. Et les systèmes de sécurité sur les transactions bancaires. C'est l'époque où c'était les débuts du 3D Secure, etc. Ouais. Donc, bref, j'avais pas la compétence du modèle économique durant ces premières années, donc je faisais n'importe quoi. On essayait de grandir sur le mauvais modèle. C'est pour ça que dans notre pédagogie aujourd'hui, on insiste tellement sur les chiffres de base. Quand on a des entrepreneurs qui viennent, qui nous présentent leurs projets en formation, on a payé cher nous-mêmes, tu vois. C'est cette erreur, donc on veut vraiment leur éviter, leur dire, attends, est-ce que tu es sûr que cette vente, elle te permet de payer tes charges, elle te permet d'avoir suffisamment de côté pour réinvestir? Est-ce que tu as des systèmes de fidélisation? Est-ce que tu as des systèmes emailing, etc., etc. Deuxième erreur à l'époque, peut-être qu'on en parlera sur ton podcast. Je ne comprends pas profondément la notion d'échelle d'engagement. Je pense que pour se faire connaître, il faut soit être fort en référencement naturel, soit être fort sur les réseaux sociaux, mais je ne comprends pas la notion d'échelle d'engagement, à savoir la série d'étapes par lesquelles quelqu'un passe pour évoluer de je ne connais pas l'entreprise à je fais confiance à cette entreprise, je lui donne de l'argent,
j'achète quelque chose et je suis content, etc. Je connais pas cette série d'étapes et donc je développe pas de la bonne manière la communication de mon entreprise. Et puis troisième erreur qui est plus personnelle, je m'écoute pas, je ne fais pas de travail avec des coachs ou avec des thérapeutes pour savoir quel profil d'entrepreneur je suis et donc je m'entête dans des missions pour lesquelles moi je suis pas bon. Et ça donne des premières années compliquées. Retourner habiter chez sa maman à 29 ans, je ne le souhaite à personne. Plus précisément, du coup, sur le modèle économique, le problème, c'était quoi? C'est qu'il y avait trop de charges? C'est qu'il n'y avait pas assez de marge. Ok. C'est qu'il n'y avait pas assez de marge. Il y avait une marge qui était toute petite. D'accord. Et quand tu dis, donc t'as ton rôle personnel dedans, c'était quoi les tâches que tu faisais et qui te minaient? J'étais seul face à un ordinateur toute la journée. Ok. Là où moi je suis extrêmement dans la relation à l'autre, très extraverti, et donc je passais mon temps à par exemple faire du référencement naturel sur notre blog, écrire des articles, refondre notre site internet, modifier des liens, etc. Mais ce que j'ai appris ces dernières années sur moi, c'est que je suis pas très bon quand je suis seul. Moi j'ai toujours eu des associés d'ailleurs dans mon parcours, mais je suis pas heureux quand je suis seul, et même dans ma vie personnelle, je suis toujours avec toujours du monde autour de moi. Et peut-être la culture égyptienne, tu vois, mais pas ma famille paternelle est d'Égypte. Mais en tout cas, ça m'allait pas. Toutes ces années où j'étais seul face à un ordinateur, et à partir du moment où j'ai commencé à repositionner mon rôle pour organiser des événements en présentiel ou en ligne, à être dans de l'interaction, dans des partenariats, tout est allé beaucoup plus facilement. Donc tout ça t'amène à un pivot en 2016? Oui, tout à fait. En 2016, on pivote et on se dit, mais on va créer les formations pour entrepreneurs dont on aurait eu besoin. On va créer exactement la pédagogie qu'il aurait fallu pour que cette équipe qui sortait pourtant des meilleures écoles de commerce réussisse. Et je décide aussi du coup de me mettre dans ma zone où je suis bon. Donc je crée notre première formation seul et je la donne moi-même. Et or, ça, on n'en a pas parlé, mais moi, dans mon parcours, j'ai toujours été dans l'éducation, l'enseignement, la formation. Ma première entreprise, c'est une entreprise de cours particuliers. Enfin, j'adore ça, tu vois, j'adore la transmission à l'autre. Et donc, ça a été le bon choix. Et on a lancé cette activité en 2016. Ouais. Et on a tout de suite pu réaliser autant de volume d'activité que ce qu'on avait fait durant les 4 premières années et demie. En un mois. Là, tu te dis, mais en fait, c'est bon, les planètes se sont alignées avec une formation, la première qui existe toujours aujourd'hui, qu'on a mis à jour, quasiment 2 fois par an depuis, mais la formation marketing digital, formation de base pour comprendre comment te faire connaître sur Internet, comment développer ton projet avec des systèmes résilients, avec les fondamentaux pour que ça tienne, soit solide, et une formation très riche en exemples pour notre public de créateurs et créatrices d'entreprises. Donc encore une fois, pas des startups super financées, mais des personnes qui sont avec juste leur temps, leur énergie, peut-être un tout petit budget à investir. Et on est très fiers de leur donner la preuve et l'inspiration nécessaire pour y aller. Et cesser les croyances limitantes où tu te dis non, mais j'ai pas le budget, j'ai pas le bon réseau, je peux pas y arriver. Non, il y a plein d'exemples, et t'en connais aussi bien que moi. Et je trouve ça super que tu les mentionnes souvent dans tes contenus, de boîtes qui se sont lancées avec un capital de départ proche de 0 € et qui ont réussi à atteindre le point de résilience. Ok. Juste pour bien être clair pour les auditeurs, c'était quoi ton modèle avant? Du coup, c'était pas de la vente de formation? Non, pas du tout. C'était vraiment de la mise en relation pour des cours particuliers en visioconférence. Donc tu arrivais, et c'était pas du tout pour les entrepreneurs, c'était pour des collégiens et des lycéens. Tu cherchais un prof de mathématiques ou un prof de français ou un prof d'anglais, tu voyais des profils, tu pouvais réserver une session et payer ton heure de cours ou un package de cours, etc. Ok, d'accord. Et donc, sur moi, vous m'avez dit que vous avez fait en 2016 1 million d'euros de CA en 6 mois. Ouais, après le pivot, après le changement d'activité, là, c'est une autre réalité, quoi. Ok, donc genre la définition du product market fit, a priori. Ouais, la définition t'as trouvé les bons fondamentaux. Toi, tu t'es mis aussi dans la zone où tu es bon. Ouais. Mais attention, la croissance, ça peut être trompeur.
Et moi, au bout d'un an, le constat que j'ai fait, c'est oula, on a grandi énormément, mais est-ce qu'on a vraiment développé la boîte? Est-ce qu'on est vraiment solide? Pas sûr. Ok. Et j'ai changé beaucoup de choses à partir de ce déclic-là. Ok. Juste concrètement sur cette période, avant de passer juste après au moment où tu as compris la différence entre croissance et développement, Ouais. Les trucs qui vous ont fait grossir, c'est juste la sortie du produit, qui était de la formation marketing digital. Voilà, donc refonte complète du catalogue Ouais. produit de l'entreprise, une première formation en marketing digital, et puis créer une échelle d'engagement, créer une série d'étapes par lesquelles on peut prouver notre qualité, prouver notre confiance. Et donc c'était à l'époque une série de conférences en ligne gratuites que je donnais moi. Alors ça durait un mois, on faisait un mois de cours en ligne gratuits, deux conférences en ligne par semaine pendant un mois, donc 8 en tout. Et moi, j'étais là à chaque fois face à 400, 500 personnes à donner des extraits de notre formation complète, à répondre à toutes les questions en direct. Vraiment, toi, encore une fois, ma zone où je suis en relation avec l'autre, à proposer aux personnes qui veulent en savoir plus sur la formation de réserver un appel pour qu'on en parle cette fois par téléphone et qu'il y ait un échange plus intime sur le projet de chacun. D'accord. Voilà, donc c'est ce que j'ai mis en place en août 2016 et qui nous a porté pendant un an. Okay. Donc c'était les débuts du marketing via funnel, qui est devenu depuis très très populaire et utilisé par plein de catégories de personnes, des bons, des brutés, des truands aussi. Ouais. Donc du coup, alors ce qui est intéressant, c'est que donc t'as cette croissance que t'as jamais eu avant. Donc t'as un truc qui fonctionne, mais quand même très vite, tu m'as dit c'est 2017-2018 où tu commences à réaliser que cette croissance elle est pas saine entre guillemets. Oui. Enfin pourquoi? Parce que déjà je vois plein d'entreprises qui ont des croissances comme ça et qui ensuite se cassent la tête, se cassent la figure. Et ça me fait peur. Et il faut savoir que moi à ce moment-là j'ai un peu un double rôle que j'ai encore aujourd'hui chez Live Mentor, où à la fois je pilote ma propre entreprise, j'ai un triple rôle. Je pilote ma propre entreprise, mon entreprise fait des formations pour des entrepreneurs, donc je suis en constante réflexion sur c'est quoi l'entrepreneuriat, qu'est-ce qu'on doit mettre dans notre pédagogie. Et en plus de ça, j'accompagne moi-même certaines entreprises dans leur développement. Et donc, je vois tout le temps des exemples de croissance, des exemples de développement, et il y a certains modèles qui me font peur. À l'époque, notamment, il y a un site internet qui n'existe plus aujourd'hui, e-commerce, qui s'appelle RAD, R-A-D, qui vend des t-shirts. Des t-shirts, pas des shirts comme le mien, mais des t-shirts avec des têtes de, je sais pas, de Mario, des trucs rigolos, des bananes, des singes. Connu sur Facebook, ça fait un carton monumental au début. Et bah cette boîte, sans trahir de secret, elle est montée très très fort à plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, et puis paf, ça s'est cassé. Pourquoi? Parce que ils avaient pas de vraie différenciation dans leurs produits. Tout le monde pouvait faire à peu près les mêmes t-shirts. Ils se faisaient connaître que via des publicités. Il n'y avait pas vraiment de marque. Et il n'y avait pas forcément de système de fidélisation, de raison pour les personnes de revenir et de faire confiance à RAD pour toute leur garde-robe, en fait. Donc, j'ai vu cette entreprise-là. J'ai aussi bossé de très près avec une marque de culottes qui a connu un décollage extrêmement fort et qui a fait plein de choses extrêmement bien pendant plusieurs années, mais qui, pareil, n'a pas réussi à un moment à mettre en place des vrais piliers de développement. Et moi, je regardais ma propre entreprise et je me disais, alors, on a une seule formation, donc on est dépendant d'un produit, et on se fait beaucoup connaître via les réseaux sociaux, mais si ces réseaux sociaux changent leurs règles, ton business il change aussi, quoi. Attention, mon entreprise, elle est toute chancelante, quoi. Donc, voilà, je me suis dit, repense à la carte Disney. Comment est-ce qu'on, à partir de maintenant, comment est-ce qu'on fait différemment pour que dans quelques années, même s'il y a des crises, on est antifragile, on peut résister.
Je t'interromps 30 secondes pour te rappeler que j'anime ce podcast dans le cadre de mon agence Kudak. On accompagne les e-commerçants, les startups et les retailers qui dépensent plus de 100 000 € par an en publicité. Mon travail, c'est de maximiser l'efficacité de leurs canaux d'acquisition en ligne. Donc parmi eux, Facebook, Instagram, TikTok, Snap, Pinterest et Google. On s'appuie sur notre studio créatif, le labo et notre département tracking pour proposer à nos clients une expertise growth e-commerce complète qui leur permet d'atteindre leurs objectifs de croissance. Quelques-unes des marques qui nous ont fait confiance jusqu'à aujourd'hui, il y en a plus de 130 mais je vous en donne quelques-unes. Gérard Darrel, Perifit, Fursac, Legal Start, Mobile Club et bien d'autres. Donc si ça t'intéresse, tu peux réserver un appel de découverte avec un membre de mon équipe sur le lien en description. J'arrête de t'embêter, on reprend l'épisode. Ah, tu m'as teasé là. Enfin, il faut raconter là, comment est-ce que tu transformes cette croissance en développement. C'est ça? Exactement. Alors, on peut peut-être le faire, regarde, on peut le faire en département de l'entreprise. Ouais. Donc, si on les prend dans l'ordre, le premier, c'est la marque. Investir dans la marque. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui, c'est simplement, c'est ne rien faire, ce qui est une erreur. C'est pas comprendre qu'une marque, c'est des valeurs, c'est une mission, c'est une image de marque, c'est une identité. Pour d'autres, ça va être d'incarner personnellement la marque. Le danger quand on incarne personnellement, c'est que l'entreprise peut dépendre de toi. Et donc là, je vais te partager un peu toutes les réflexions par lesquelles je suis passé, tu vois, depuis 2016. Moi, j'ai surtout pas compris tout ça dès le début. Mais au fil des années, je me suis dit, tu dois créer une marque que tu incarnes toi de temps en temps, mais qui ne doit pas dépendre de toi. Et donc pour ça, ça a consisté pour nous à passer dans pas mal de podcasts, ça a consisté pour nous à créer une newsletter qui est devenue une newsletter de référence entrepreneuriat, qui est reçue par 200 000 personnes chaque semaine, un épisode le lundi, un épisode le mercredi, avec un vrai travail édito pour que le lecteur et la lectrice se disent, en fait, cette newsletter, elle m'informe pas des actualités de Live Mentor, elle me donne de la valeur en soi. Je la recommande à des amis. Ce travail sur la marque, il a débouché sur la création de livres, parce qu'un livre, ça se prend dans les mains, ça se touche, ça peut s'offrir, ça peut être un cadeau, c'est statutaire, c'est un objet, c'est un bel élément de marque. Donc le premier, la méthode Live Mentor aux éditions Alizio, qui ont été rachetés par le groupe Albin Michel. Donc tu vois, aujourd'hui, c'est un livre qui s'est vendu à plus de 25 000 exemplaires en quelques années. Un deuxième livre, Entreprendre et surtout être heureux, où cette fois on va ancrer la marque sur le sujet de la santé mentale des entrepreneurs, parce qu'on trouvait que ce sujet était délaissé, que personne n'en parlait, aux éditions Erol. Et puis un magazine Odyssée, voilà, tous les 2 mois, un bel objet, 64 pages, du super papier qui coûte très cher, un grand entretien avec un leader d'opinion, Fabrice Midal sur l'amour, Anne Guéquer sur la métamorphose, Arthur Rebeuf sur la place de l'espoir quand on est entrepreneur. Voilà, plus d'autres projets que je vais pas mentionner, mais un vrai travail pour se dire, cette marque, on doit l'incarner, on doit la voir, on doit pouvoir la toucher, elle doit être vraiment différenciante. Ensuite, ça c'est ce qui permet de se développer, pas de croître, mais de se développer. Travail sur ce qu'on appelle l'acquisition, donc plutôt l'approche très chiffrée, très échelle d'engagement, justement, par rapport à ce qu'on disait. Nous, on n'a surtout pas voulu être dépendant d'un canal d'acquisition, parce que j'avais vu plein de boîtes, par exemple, qui étaient très fortes en référencement naturel, et puis un jour Google change ses règles, il y a tout qui s'écroule. Donc aujourd'hui, la situation dans laquelle on est, c'est le résultat du travail qu'on a fait depuis 2016 pour ne jamais dépendre d'un canal d'acquisition et avoir une partie des personnes qui nous connaissent via les réseaux sociaux, une partie des personnes qui nous connaissent via le référencement naturel, une partie des personnes qui nous connaissent via des partenaires qui peuvent être des particuliers, des entreprises, même des partenaires institutionnels. Tu vois, on a travaillé nos relations avec des gens comme Pôle emploi. La marque aussi te facilite beaucoup ce que tu fais sur l'acquisition, parce que quand les gens te voient quelque part et qu'ils ont déjà entendu parler de ta marque, ça change tout. Donc aujourd'hui, comme tu disais, on a plus d'une dizaine de canaux d'acquisition qui fonctionnent. Et c'est ce qu'on enseigne vraiment dans nos formations, c'est de dire, tu vas y aller étape par étape. Tu vas commencer par te faire connaître à un endroit, le faire bien, puis ensuite t'en rajouteras un autre, et puis ensuite un autre, etc. Dans le travail de résilience, il y a aussi le catalogue produit, évidemment. Donc aujourd'hui, on n'a plus une seule formation, on a 25 formations, ce qui nous permet de nous dire, en fait, chacune de ces formations, elle a son potentiel, elle a son bassin de personnes intéressées, et on va pas essayer de faire rentrer des ronds dans des carrés et de dire, ce truc là, il faut absolument qu'on ait plus de personnes dans la formation X. Non, en fait, peut-être que simplement
Cette formation, elle vit sa vie pour un certain nombre de personnes chaque année, et puis on en crée une autre pour que ça fonctionne aussi. La qualité de ce que tu crées, c'est le meilleur point de développement. Donc, on est à 60 de NPS sur nos formations. C'est très élevé pour des formations en ligne. On a 94% des personnes qui commencent une formation qui vont jusqu'au bout. Sur les MOOC classiques où il n'y a pas d'accompagnement dans les formations, on est à 4% des personnes qui commencent, qui vont au bout. On a créé un standard pédagogique pour nos mentors. Donc, on a 120 mentors en freelance qui sont eux-mêmes ou elles-mêmes entrepreneurs à côté et qui accompagnent les personnes en formation. On les recrute. On recrute des nouveaux mentors tout le temps, mais on les forme, on les sélectionne. C'est pas du tout une approche Le Bon Coin où n'importe qui peut dire tiens, je suis là, je peux accompagner des entrepreneurs. Ça ressemble plus à un processus de cabinet de conseil. Ouais. Et puis il y a aussi plein de choses sur la résilience, par exemple sur les finances, tu vois, que je connaissais pas quand je me suis lancé. Comment tu optimises ton BFR, comment tu fais de la facturage, comment tu fais des prêts bancaires. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire. Et chez nous, c'est notre directeur financier, Mehdi Saoud, qui est un capitaine de longue date chez nous, qui a transformé la situation, qui a vraiment mis en place des points de résilience très forts. Ok. Ça répond à ta question? Ça répond parfaitement à ma question. Et en fait, je me rends compte que dans tous les business, il y a un peu deux camps qui s'opposent. Tu as le camp de la renta immédiate, rapide, etc. Pour l'e-commerce, c'est le dropshipping dont tu as parlé. Et le camp de ceux qui essaient de construire un truc plus durable, disons. Souvent, les deux sont assez hostiles à l'autre. C'est assez marrant. Et pour toi, en gros, ce qui est hostile au milieu de la formation, ça a été un peu la vague du CPF. On parlait avant, qui est arrivé. Comment vous l'avez vécu, ce changement de marché? Alors, donc moi, j'ai fait effectivement partie des rares personnes, j'ai l'impression, à avoir fait de la formation avant l'arrivée du compte personnel de formation. Donc, pour rappeler à celles et ceux qui nous écoutent, le compte personnel de formation, c'est une mesure du gouvernement qui permet à tous les Français, quasiment, je résume un peu, d'avoir un budget pour se former chaque année. Quand le gouvernement met en place ce genre de mesures, quel que soit le secteur d'activité, là on parle du secteur de la formation, mais il y a des mesures similaires dans la rénovation énergétique. Il y a eu des mesures similaires dans le passé dans le solaire. Quand le gouvernement fait ça, malheureusement, en France, c'est pas la même chose dans les pays selon la culture. Ça attire les truands. Pour reprendre un peu notre histoire des bons, des bruts, des truands, ça attire des truands. Donc des personnes qui s'en fichent complètement du niveau de qualité de leurs produits et services et qui se disent simplement il y a une opportunité, il y a un filon, allez on y va, on fonce quoi. Et c'est assez terrible parce que quand tu échanges avec ces personnes, ce qui m'est arrivé moi ces dernières années, tu te rends compte qu'en fait elles passent d'un secteur à l'autre. Moi j'ai rencontré une personne dont heureusement l'activité a été cessée depuis, qui me disait non mais moi avant j'ai fait ça sur le solaire, tu vois, je regarde les endroits où il y a de l'argent public et je fonce. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Nous on a vu notre nombre de concurrents multiplié par 50 et on a vu des personnes commencer à faire des choses assez hallucinantes, comme par exemple tiens tu as besoin d'une formation Théo, tu veux un iPad? Comment? Tu veux un iPad? Moi j'avais entendu je te propose un iPad. Si tu me donnes le compte personnel de formation, je te donne un iPad ou je te donne un iPhone ou t'as combien sur ton compte? Toi, t'as 300 €. Toi, t'as 1200. C'est pas grave. J'ajuste le prix en fonction. Parce que derrière, il y a quasiment pas de formation. Il y a des sortes de vidéos préenregistrées, mais il n'y a pas une formation. Donc. C'était le Far West, ouais. C'était le Far West. Avec d'un côté, un vrai succès sur la mesure. C'est-à-dire que les Français et Françaises, c'est très président de dire ça, mais les Français et les Françaises, ont adoré adorent avoir le pouvoir sur leur choix de formation, adorent pouvoir dire ok en fait moi je veux me former sur ça, parce qu'avant tu devais passer par ton entreprise, par ton DRH qui te proposait surtout des formations par rapport à ton statut salarié en cours. Si tu arrivais en disant je veux monter mon entreprise et du coup me former à ça, c'était plus compliqué. Donc d'un côté il y a eu un vrai succès populaire, et de l'autre côté tous ces abus, toutes ces escroqueries. Et je pense que nous, ce qui nous a fait tenir, c'est de se dire, on reste hyper droit dans nos valeurs. On ne regarde, moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, ne pas se comparer, ne pas regarder ce qui se fait ailleurs. Toi, moi, je fais pas de veille, en fait. Je
regarde pas les autres. Si je regardais ce qui s'est passé dans mon marché, je deviens fou. Tu vois, des types qui font de la qualité nulle et qui détruisent l'image même qu'a la formation. Tu vois, t'as dû recevoir, toi, des SMS, avez-vous du budget CPF, ce genre de choses. T'as dû recevoir des mails de gens, tu leur as jamais donné ton mail, tu leur as jamais donné ton SMS. Bon. Nous, on a essayé de pas regarder, on a essayé de rester sur nos piliers de développement que je t'ai mentionné. Et c'est ce qui nous a fait tenir. C'est ce qui a fait que on a continué de développer notre marque aussi parce que nous, on est centré sur l'entrepreneuriat. On aurait pu gagner mais beaucoup plus de sous en commençant à faire des formations sur la pâtisserie, la mécanique, l'informatique. Et tu vois, on aurait pu. C'est ce que font plein de personnes. On dit non, c'est pas possible en fait. Faire des formations de qualité, il faut être expert d'un sujet. Nous, désolé, on est expert que de l'entrepreneuriat. On connaît que ça. Et heureusement, il faut quand même le mentionner, le gouvernement a réagi et a fait la police a fait le ménage et a supprimé énormément de truands, quoi. Ouais. Ça reste difficile parfois de les identifier, de les prendre en délit, mais il y a quand même eu un sacré nettoyage qui a été fait l'an dernier. Ok. Et donc l'impact concret, c'est que vous avez le CA qui a baissé d'un coup quand le CPF est arrivé? Non. Nous, on était en période de développement. Ouais. Donc faut savoir aussi que il y a eu cette réforme, il y a eu le Covid en même temps. Or, le Covid, ça a boosté la formation en ligne. Ouais. Il y avait plein de personnes qui sont venues nous voir en disant, en fait, j'y croyais pas trop à cette histoire de formation en ligne, mais bon, pourquoi pas, je vais essayer. Donc, tu vois, les deux se sont un peu annulés, entre guillemets. Même le Covid, en fait, c'était plus fort comme effet que l'arrivée de tous les truands. Et pour moi, c'est intéressant parce que ça fait 10 ans que je faisais de l'enseignement en ligne. Moi, j'ai donné mon premier cours sur Skype en octobre 2010. À l'époque, mais personne n'y croyait. Personne n'y croyait. Moi, j'ai testé ça et je me suis dit, ça va fonctionner, l'enseignement à distance. C'est sûr que ça marche. Et pendant des années, en fait, je vais me battre et expliquer que, mais ici, c'est possible, c'est aussi bien qu'un échange en présentiel, on peut envoyer des documents pour faire plein de choses. Le Covid, là-dessus, a été un changement culturel total. Je pense que quand tu as un peu teasé tes plus de 10 canaux d'acquisition, nos auditeurs qui sont friands de pratique et de concret ont un peu envie de te questionner dessus. Ouais. Donc, je vais me faire la voix des auditeurs et te demander un petit peu, tu peux nous parler un peu de quelques-uns de ces canaux? Bien sûr. Tu as les réseaux sociaux. Ouais. Donc, Facebook, Instagram en priorité chez nous. Tu as les partenaires. Donc là, comme je disais, sur les partenaires, il y a différents types de partenaires. Tu vas avoir des sites qui présentent différentes formations et qui ont vraiment ce rôle un peu d'agrégateur de formation. Tu peux avoir des affiliés. Donc, par exemple, des personnes qui ont des blogs sur WordPress et qui n'ont pas de formation, eux, sur WordPress. Et en fait, simplement, ils ont des personnes qui viennent consulter du contenu sur WordPress et à un moment, ils leur disent, nous, on recommande la formation de Live Mentor. C'est souvent des personnes qui ont été élèves chez nous et qui veulent en parler. Et donc là, je te donne l'exemple de WordPress, mais tu vas avoir ce cas sur toutes les thématiques de nos formations, de la gestion du temps à la gestion des réseaux sociaux. Le référencement naturel, bien sûr, sur lequel on a fait un gros travail avec beaucoup de contenu gratuit sur notre blog, avec une vraie finesse, je dirais, dans les cocons sémantiques. Alors, je sais pas si c'est trop avancé pour. Non, vas-y, je pense que les gens. On y va. Bon, alors, en gros, Google, il pense Internet comme Wikipédia, vous voyez. Donc, Wikipédia, c'est un site où vous avez des catégories, des sous-catégories, des sous-sous-catégories. Et quand vous rentrez dans biologie, vous avez plein d'articles liés à la biologie. Et quand vous lisez une page Wikipédia, il y a plein de liens qui vous envoient vers d'autres pages de biologie. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est créer des pages de description de nos formations. Donc, par exemple, la page qui décrit notre formation e-commerce, une page formation e-commerce. Cette page-là, elle est liée à des articles de blog sur l'e-commerce. Et quand on fait des articles de blog, nous, c'est des articles de blog assez costauds. C'est plusieurs milliers de mots. Donc, on a une dizaine d'articles de blog sur des problématiques e-commerce, comme par exemple comment gérer mes stocks en e-commerce, comment gérer la TVA en e-commerce, comment développer mes ventes en e-commerce. Ces articles de blog, on fait un vrai travail d'écriture dessus. Il y a une section commentaires sur laquelle les personnes peuvent s'exprimer, commenter, mettre un message qui rend la page encore plus dense sémantiquement, la faire remonter dans Google, et toute cette dizaine de pages renvoie
vers formation e-commerce. C'est ce qui permet d'apparaître dans les résultats de recherche. Et puis après, il y a la stratégie de lien. Donc, contacter des sites internet et voir comment ces sites internet peuvent mettre un lien vers notre page de formation e-commerce. Pour nous, ce qui a bien fonctionné, c'est de prendre par exemple les outils qu'on mentionne dans nos formations. Donc, par exemple, dans la formation e-commerce, on va mentionner Shopify, on va mentionner Klaviyo, qui est un outil d'emailing, on va mentionner des outils pour le référencement naturel. Et donc, on contacte ces outils, on leur dit, écoutez, on parle de vos outils, on les trouve super dans notre formation e-commerce. Est-ce que vous pourriez pas, en échange, sur votre blog, parler de notre formation? Et on vous demande pas de faire un texte immense sur la formation, mais simplement, là, vous avez déjà un article qui mentionne comment se former à votre outil. Vous pouvez rajouter une mention à Live Mentor. Donc voilà, c'est vraiment ce travail-là qu'on a mis en place. D'accord. Est-ce qu'il y a des funnels qui vont avec chacun de ces canaux d'acquisition différents? Je pense que t'as parlé plutôt en fait des bouquins aussi, tu vois, du magazine, alors, etc. Voilà, alors ça c'est en fait la manière de le structurer mentalement, c'est il y a des canaux intentionnels et il y a du non intentionnel. Donc intentionnel, ça veut dire quelqu'un exprime la recherche d'une formation et nous on doit être présent à ce moment-là. Le non intentionnel, c'est je cherche de l'inspiration, je me pose des questions, je songe un peu à entreprendre. Et je découvre un livre, ça s'appelle La méthode Live Mentor. Ce livre doit ne surtout pas être un livre commercial qui fait que te présenter les formations Live Mentor, parce que ça, c'est pas du tout aligné avec notre marque, ça serait nul. Ça va être un livre super dense, super complet, qui t'aide déjà à avancer dans ton projet, mais qui peut te faire comprendre que si tu veux être accompagné, on a des formations de 3 mois avec des mentors. Et là-dessus, et peut-être c'est un point intéressant à détailler, le fait de pouvoir vendre nous-mêmes nos livres sur notre site, sur notre e-commerce, sur notre boutique en ligne, fait une différence majeure parce que ça nous permet de mettre les personnes dans notre univers, ce qui n'est pas le cas quand elles commandent sur Amazon ou sur Fnac.com ou qu'elles vont en librairie. Ça nous permet de derrière communiquer par email avec la personne, de communiquer simplement avec le site internet aussi, avec l'expérience que la personne vit sur le site. Okay. Donc ça, c'est un vrai sujet. Parce que votre système d'édition est spécifique, c'est entre l'auto-édition et l'éditeur. Yes. Alors allons-y, parce que ça, effectivement, c'est un bon truc que je peux partager à celles et ceux qui nous écoutent. Donc mon premier livre, je l'ai fait de manière traditionnelle, on va dire. Ouais. La méthode Live Mentor aux éditions Alizio. Un éditeur m'a contacté, j'ai dit OK, on y va. L'éditeur l'a diffusé en librairie. La Fnac avait fait une commande centrale de 10 000 exemplaires. Et puis ensuite, il était possible de le trouver sur Internet, sur les plateformes. Et puis à un moment, moi, ça commençait à m'embêter parce que déjà, je pouvais pas faire ce que je te décrivais, donc créer mon expérience à moi. Je pouvais pas être maître notamment de ce qu'il y a dans le paquet. Je pouvais pas mettre des cadeaux supplémentaires. Et je pouvais pas avoir l'adresse email de la personne et communiquer. Or nous, tu sais qu'on vient de la newsletter. Enfin, c'est vraiment quelque chose qu'on adore faire, tu vois, de rédiger du contenu écrit. Et donc, je suis allé voir Alizio. Je leur ai dit, mais est-ce que vous seriez OK pour que je commercialise sur mon site le livre? Et on a trouvé un accord où je leur achète le livre à 5 € l'unité. On l'envoie chez un logisticien qu'on a choisi nous, qui s'appelle Big Blue. Tu connais peut-être, qui est une bonne boîte. Et on a créé le système sur notre site e-commerce qui est fait avec WooCommerce, donc WordPress. On a créé le système pour que les personnes puissent commander le livre. Hop, ça va le chercher chez Big Blue et ça l'envoie là où la personne veut le recevoir. Et donc ça, c'est quelque chose dont je suis très fier, notamment aussi parce que je suis quand même de moins en moins fan d'Amazon. Et je trouve que c'est une entreprise qui est beaucoup trop hégémonique. Et alors, évidemment, je vois bien, moi, on a des centaines d'avis sur le premier livre sur Amazon. Sur notre site, en fait, on a eu beaucoup plus de commandes que sur Amazon parce qu'on fait, les gens nous connaissent via notre marque. Mais on n'a pas le même module d'avis qu'eux, donc c'est frustrant parce que tu vois que eux, ils ont toutes ces fonctionnalités
super. Mais en même temps, je sais que c'est la bonne approche et on va continuer de pousser pour développer notre propre site e-commerce. Aujourd'hui, on réalise plusieurs milliers de commandes en tout sur notre site e-commerce. Donc là, je parle pas des formations, je parle des livres, magazines. On a aussi un carnet du temps qui est un petit carnet de 200 pages pour apprendre à gérer ton temps. Et puis surtout, ces livres, en fait, derrière, font entrer les personnes dans l'univers Live Mentor. Et tu as par exemple un lecteur sur 7 de la méthode Live Mentor qui décide de suivre une formation après. Et là, je parle que des lecteurs pour lesquels je sais cette info. Donc les gens qui ont commandé le livre chez moi, parce que s'ils viennent de la Fnac ou d'ailleurs, je peux pas le savoir. Ok. C'est intéressant parce qu'en fait, tu l'as pas juste pensé comme une dépense marketing, ce Non. livre. Ça devait être une source de revenus. J'ai mis 1 an à l'écrire. Ouais. J'ai mis 1 an à l'écrire. J'ai pris une coach éditoriale. J'étais super impliqué. Enfin, j'ai à la différence de certains, moi j'écris mes livres moi-même, tu vois. j'ai jamais bossé avec quelqu'un qui écrit pour moi. Ouais. Pour écrire, je prends une coach pour m'aider à mieux écrire, pour me harceler, car Marjolaine Revel, que je salue, m'a beaucoup harcelé du mon processus d'écriture, notamment entre 1h et 4h du matin, parce qu'elle bosse beaucoup la nuit. Mais oui, je crois que si on fait un livre, c'est un objet magnifique. Moi, je me suis beaucoup inspiré des routines d'écrivains. J'allais pas mal tout le temps sur ce blog qui s'appelle Daily Routines, qui contient plein de routines d'écrivains. J'ai suivi des formations, notamment je recommande l'école Les Mots, qui est une école d'écriture dans le 5e arrondissement à Paris. Moi, j'adore faire du média. En ce moment, j'enregistre quelques épisodes de podcast pour un podcast qui s'appelle Graines de Métamorphose, qui est le podcast petite sœur de Métamorphose, le podcast créé par Anne Guéquer, qui est podcast de référence en France sur le bien-être, la spiritualité et le développement personnel. Je trouve que quand on a le goût de raconter des histoires, il faut y aller, et ça, c'est un élément essentiel pour moi d'une bonne entreprise. C'est de savoir raconter des vraies, belles, authentiques histoires. Et peut-être encore plus en e-commerce que pour d'autres secteurs, c'est absolument essentiel. C'est pour ça que j'adore l'histoire de la marque de mon ami Benoît Vodchenka, qui s'appelle Bonne Gueule, qui est une marque de mode masculine. Et tu vois, si tu prends les bouquins que je lis en ce moment, moi je lis un livre, par exemple, sur l'histoire du New York Times. Quand tu vois le niveau de qualité éditoriale du New York Times, tu hallucines. Ça, c'est un média qui ne souffre pas, là où tous les journaux en France c'est vrai que c'est impressionnant. sont à l'agonie. Mais ils sont à l'agonie parce qu'en fait, ils investissent plus dans la qualité. Ils font produire le contenu par des pigistes, des stagiaires, des gens qui sont sous-payés. Et ils ne comprennent pas pourquoi ils ne gagnent plus leur vie. Ils comprennent pas pourquoi la publicité marche beaucoup moins bien qu'avant. Ils prennent le problème à l'envers. Il y a un énorme souci de stratégie. Ok. Alors, je vais rester un peu sur ce sujet du livre parce que forcément, en tant qu'entrepreneur qui essaie aussi de monter un peu une marque média, je me pose la question du livre et je me dis, 1 an d'investissement, tu le fais pas à n'importe quel moment de ta boîte. Ce truc-là, je sais pas, en plus, c'est à raison de combien d'heures par jour ou par semaine? Alors, le problème, c'est qu'il y a le problème de la page blanche. Moi, il y a eu 1 an de travail, mais il y a eu 6 mois de blocage. Ouais. Et 6 mois où j'ai rien écrit. Ce que je peux te dire, c'est que faire un livre, c'est d'abord une question d'effet cumulé. Donc, toi, peut-être que tu n'as jamais écrit de livre, mais tu as déjà écrit des articles de blog, tu as déjà écrit des newsletters, tu as déjà écrit des vidéos YouTube. Donc, en fait, tu as déjà en toi le muscle de l'écriture. Ouais. Et ça, c'est la priorité, c'est de se dire, il faut surtout pas commencer à écrire un livre si on n'a jamais rien écrit de sa vie. Ça, je pense que c'est très dangereux pour un entrepreneur. Parce que du coup, tu pars de zéro et tu as une courbe d'apprentissage qui va être énorme. Et par contre, si tu es depuis 1 an, 2 ans, 3 ans dans une dynamique de création de contenu, en fait, tu as déjà beaucoup d'éléments que tu vas pouvoir reprendre, retravailler, réutiliser. Ça, c'est le premier pilier. Deuxième pilier, ça sert de lire plein de routines d'écrivains pour comprendre qu'il n'y en a aucune qui est identique. Ouais. Murakami, tu connais cet auteur qui a écrit 1Q84, qui a écrit Profession romancier, des livres vraiment géniaux. Lui raconte que 6 mois par an, il se met à écrire. Et donc là, il part sur une île, il laisse sa femme, il est tout seul.
et il va nager. Non, d'abord il va courir. Il va courir au réveil à 6h du matin, 1h30. Ensuite il revient, il écrit pendant 4 heures. Ensuite il va nager pendant 2 heures. Ensuite il revient, il écrit pendant 3 heures. Après il peut plus rien faire, il dort. T'en as d'autres au contraire qui écrivent la nuit. Donc ça vaut le coup de se plonger dans toutes ces routines pour se dire, je peux pas le mettre dans le calendrier. Ouais. Tant que je l'ai pas commencé, je peux pas le mettre dans le calendrier. Tu vois. Moi, j'ai compris, au début, j'avais fait ça, hein, j'ai fait l'erreur. Je me suis mis à me mettre le matin. En fait, non, moi, je suis un écrivain nocturne. Quand je me mets sur un livre, ça commence à 21h, quoi. Ça commence à 21h jusqu'à 23h30 et je me mets la même musique non-stop. Et ça, je l'ai compris avec le temps. Et ensuite, tu peux te faire aider avec ce qu'on appelle une coach éditoriale, avec quelqu'un qui vraiment va te pousser dans tes retranchements. C'est quoi la bonne structure du livre? C'est quoi les bons chapitres? Non, là, il y a des fautes d'orthographe, on corrige. Là, c'est pas clair. Là, on comprend rien. Là, ça manque d'exemples. Ça, c'est vraiment utile. D'accord. Faire un livre de qualité. Ok. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a parce que j'ai un ami du coup qui a écrit un livre aussi qui s'appelle Sébastien Tortue, qui m'avait fait intervenir sur 2 pages du bouquin, et il m'avait dit que la raison pour laquelle il écrit un livre, c'est parce tu changes de dimension. En fait, c'est un média qui est très noble. Ouais. Mais parce que c'est un média qui est dans ta bibliothèque. En fait, dans une ère où sur un téléphone, on a tellement de contenu. Mais un livre, c'est fantastique. C'est absolument fantastique. Tu l'as dans les mains. Tu peux créer une relation avec ton lecteur qui est complètement unique par rapport à la relation que tu peux créer avec cette vidéo YouTube. Alors, j'espère que le maximum de personnes sont encore en train de nous écouter et qu'on n'est pas en train d'ennuyer tout le monde. Mais la vérité, c'est que cette vidéo, elle est en train d'être regardée sur une interface où à côté, il y a 10 vignettes. Ouais. Comment avoir vraiment de l'attention, tu vois, quand il y a les 10 vignettes, quand sur l'ordinateur, il y a peut-être les emails qui sont en train de popper. Là, imaginons que au contraire, on se mette à lire dans le canapé. On est dans le canapé, on lit notre livre. C'est fantastique. Moi, j'adore les livres. je suis en train de devenir directeur de collection chez un éditeur tellement j'aime les livres. Donc, et tu as dans l'e-commerce, juste pour finir là-dessus, des très beaux exemples de marques qui sont fait connaître avec des livres, hein, comme notamment Patagonia. Je réfléchis à des marques un peu plus récentes de la DNVB. C'est pas un truc qui est très populaire chez les e-commerçants. Bonne Gueule avait un livre. Ouais. La marque de mode masculine que je mentionnais. Ils ont commencé avec un livre. Ouais, c'est pas un. En fait, ça va un petit peu dans le sens contraire de ce que tu mentionnais au démarrage, qui est un peu la vision qu'on te vend de l'entrepreneuriat. C'est écrire un livre, ça prend du temps. Ah oui. C'est quoi le ROI d'un bouquin? Si tu essaies vraiment de le mesurer, c'est un enfer. Tu vas dire, est-ce que je ferais pas mieux de dépenser 10 000 € de plus en pub Facebook? C'est pas un truc qui plaît beaucoup. Et on en parlait avant de démarrer cet épisode. En revanche, toi, t'as fait du coup le choix de pas dépendre que d'un seul canal de l'acquisition. Ce qui est un peu un conseil qu'on donne beaucoup dans la Startup Nation, c'est quand t'as un truc qui fonctionne, tu fais taper dessus, tu regardes pas le reste, tu fais, et ça, c'est une stratégie, qui est tout double, quoi. C'est une chance sur 100, et t'as 99 morts pour un survivant. Et on a des exemples à foison de marques qui ont explosé. Il y a beaucoup de choses qui vont pas dans la Startup Nation. Ouais. Et au moment où on enregistre cette vidéo, t'as des licenciements en pagaille, dans plein de boîtes qui ont levé énormément d'argent, qui sont en train de licencier 20%, 30% de leur effectif. Parfois, c'est 30 salariés, parfois, c'est 100 salariés d'un coup qui reçoivent une lettre et doivent partir. En fait, il faudrait prendre du recul sur tout le modèle, en fait. Le modèle de financement de ces boîtes-là, qui est un financement super court-termiste, avec des fonds qui n'ont pas de politique d'impact. C'est un long sujet. Ça va faire l'objet d'une autre vidéo. Ouais. Je sens bien. Aujourd'hui, ça vous amène, l'année dernière, vous avez bouclé à 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ouais, et puis, surtout vraiment, indépendamment du chiffre d'affaires, la clé, c'est les piliers de développement. Tu vois, moi, ce que je regarde tout le temps, c'est ça. C'est un chiffre très résilient. Il est solide. Voilà, et je veux toujours le rendre plus solide. Okay. Toujours. Okay. C'est essentiel. Et ça passe par plein de sujets dont on n'a même pas mentionné, mais, parce qu'on n'a pas le temps, mais tu vois, la culture, par exemple, le lien que tu crées avec les gens de ton équipe, c'est un sujet essentiel. Avec mon associé Anaïs, maintenant, on fait des déjeuners sur les valeurs de la boîte et on va en faire de plus en plus. On a installé une salle de sport dans les bureaux. Ça peut paraître anecdotique, mais en fait, ça l'est pas du tout. Les nouveaux bureaux qu'on a pris à Aix, ils sont au milieu d'une forêt. Donc, tu peux sortir à tout moment et aller te balader au milieu des arbres et te ressourcer. En fait, il y a beaucoup de sujets là-dessus. Sur le premier critère de résilience, c'est les gens au sein de ta boîte et on n'est pas parfait. Hein, on a plein de trucs à améliorer. Moi, j'y pense tout le temps. Je pense que c'est le rapport qu'on a au travail a tellement changé ces dernières années avec le Covid. T'as entendu parler évidemment, je pense, de la grande démission aux États-Unis, de fait que
Il y a le burn-out, le bore-out, le brown-out, qui sont différentes formes d'épuisement professionnel, l'ennui au travail. Bon, il faut quand tu as la chance d'avoir une boîte avec une mission, des valeurs que les gens aiment, c'est déjà une très belle première chose. Mais moi, je veux pas qu'on s'arrête là. Je veux qu'on aille toujours beaucoup plus loin sur comment tu crées une culture où chacun peut se développer et devenir la personne qu'il a envie de devenir. À quoi ça ressemble du coup cette vision traduite dans le futur, les années qui arrivent pour Live Mentor? Bah, sur la partie RH, tu veux dire, sur la partie Non, Live Mentor, c'est quoi ton plan de développement pour... Ok. Alors, on veut continuer de consolider ce qu'on fait pour les personnes qui se mettent à leur compte. Il y a 900 000 personnes qui créent leur entreprise chaque année en France. Il y a un taux d'échec qui est inadmissible. Il y a un taux de souffrance qui est inadmissible. Donc, je veux qu'on continue d'enrichir nos formations, de travailler nos résultats. Par exemple, on est, je crois, le seul organisme de formation à l'entrepreneuriat qui publie un rapport d'impact, à savoir concrètement audité par un organisme indépendant. Qu'est-ce que font les personnes après nos formations? Quel chiffre d'affaires ça donne? Quel nombre de clients, etc. On veut continuer d'axer en fait sur ces 3 piliers, des formations qui te permettent de passer de l'idée à la rentabilité, de vivre en tant que freelance, de vivre en tant que thérapeute, de vivre avec ton e-commerce. Des formations, des contenus, des médias qui te permettent de penser l'entreprise de sorte à te sentir bien dedans. D'où notre magazine Odyssée, où on aborde des thèmes comme des thèmes comme la créativité, le rapport à l'argent, la place des émotions dans l'entrepreneuriat. Et puis, notre 3e thème, parce qu'on est en train de devenir entreprise à mission, c'est la RSE. Comment construire des entreprises qui font du bien à la planète et du bien aux humains. Et une phrase que je répète trop souvent en ce moment, c'est que ça nous servira à pas grand chose d'avoir des entreprises qui font de la croissance s'il y a plus d'eau dans 80 villages en France, comme c'était le cas l'été dernier, et comme malheureusement ce sera le cas dans encore plus de villages dans l'été qui arrive maintenant. Donc il y a une vraie responsabilité des entrepreneurs à construire des nouvelles formes d'entrepreneuriat avec plus de sobriété, avec plus de respect de la planète et de ceux qui y vivent. Ça, c'est notre premier pilier. Le deuxième, c'est tout récent, on l'a pas encore annoncé publiquement et on est en train de le tester. C'est un modèle qu'on appelle Live Mentor Édition pour le moment, ça peut changer, mais qui vient d'une demande de la part de personnes qui sont formées chez nous, qui nous disent « Vous m'avez donné les compétences entrepreneuriales, savoir se faire connaître, savoir vendre, savoir penser un modèle économique, mais maintenant j'ai un métier d'entrepreneur. Je suis freelance, mais je suis freelance graphiste, freelance photographe, freelance monteur vidéo, thérapeute, hypnothérapeute, thérapeute, spécialiste de l'Ayurveda, conseiller en nutrition, je suis architecte d'intérieur. Il y a plein de métiers d'entrepreneurs. Et on nous demande depuis maintenant 1 an, 2 ans de créer des formations sur ces métiers. Je voulais surtout pas qu'on y aille trop vite, parce qu'encore une fois, moi je sais que ma pédagogie c'est l'entrepreneuriat. Ma pédagogie c'est pas l'hypnothérapie. Ma pédagogie c'est pas le métier d'architecte d'intérieur. Mais j'ai trouvé une solution en pensant un modèle où on va prendre des experts, des passionnés, des pédagogues de ce domaine, des gens qui sont pas juste formateurs, des gens qui sont capables d'être des piliers pédagogiques, ce qui est très différent. Et avec ces personnes, on est en train de monter une association, un partenariat sur plusieurs années, où on crée ensemble des mini live mentors d'autres écoles en ligne sur ces sujets. On mettra pas tout, je pense, dans Live Mentor parce que ça flouterait la marque, ça créerait, mais il y aurait des passerelles, il y aurait des ponts évidemment. Mais voilà, ça c'est un autre pilier super excitant. Je me sens un peu comme en 2016 quand j'ai pivoté. Il y a un boulot monstre, mais l'idée est de se dire que pour réaliser notre mission, permettre de pivoter vers une société où il y a beaucoup plus d'entrepreneurs qui réalisent chacun une partie de l'activité économique et moins de très grandes entreprises, il va falloir que ces entrepreneurs aient les compétences entrepreneuriales et aussi les compétences métiers. J'ai envie d'achever l'entretien là-dessus.
Merci beaucoup Alexandre de m'avoir accordé cette heure de ton temps. Merci à toi. C'était très intéressant et je vais bien garder en tête, je pense, la différence entre développement et croissance. J'aime beaucoup les distinctions conceptuelles, donc ça là me plaît bien. Et moi, j'avais beaucoup aimé ta vidéo sur les barrières à l'entrée, qui je trouvais très proche de tout ce dont on a partagé aujourd'hui. Bah, c'est Et je adorable. recommande vraiment, si elle s'affiche là dans les suggestions, allez prendre la vidéo barrière à l'entrée. Bon, en tout cas, félicitations d'avoir regardé l'épisode jusqu'à là, malgré toutes ces miniatures qui vous ont distrait à côté. Vous savez où retrouver Live Mentor. Il y a 12 façons de les découvrir. J'imagine que vous trouverez votre chemin jusqu'à l'une d'entre elles. Merci Alexandre de pouvoir s'arrêter là et au revoir à nos auditeurs. Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous dans un nouvel épisode de la semaine prochaine des Petits Commerces.